Bienvenue à tous, heureux de vous retrouver dans l'émission. C'est votre hôte, Danny Haifong. Comme vous pouvez le voir, je suis accompagné du colonel Lawrence Wilkerson, ancien chef de cabinet de Colin Powell au département d'État et colonel de l'armée américaine à la retraite. Nous avons également avec nous Patrick Henningsen, analyste géopolitique et journaliste indépendant. Merci beaucoup, messieurs, d'être parmi nous. Nous avons beaucoup de choses à aborder. Merci, sans Denis. Oui, bon, allons-y. Je veux commencer par les dernières nouvelles, d'accord? Les dernières nouvelles, c'est que 3 chasseurs F-15 ont été abattus au Koweït. Le CENTCOM affirme qu'il s'agit d'un tir ami des forces koweïtiennes, qui ont déclenché leur défense aérienne contre ces F-15. Tout cela s'est produit en très peu de temps. L'Iran, de son côté, affirme avoir tiré sur les F-15 et en être responsable. Je vais simplement passer une courte vidéo et recueillir vos réactions, surtout la vôtre, colonel Wilkerson, parce que je pense que cela s'inscrit dans un schéma que nous observons désormais dans cette guerre. Allons-y. Voici la vidéo du chasseur qui circule non seulement sur les réseaux sociaux, mais qui a aussi été confirmée par les médias occidentaux traditionnels. Alors, colonel Wilkerson, aidez-nous à comprendre ce qui a pu se passer ici. Et quelle est votre réaction générale à ce qui se déroule dans cette guerre que les États-Unis et Israël ont lancée à la fin du mois de février? Concernant l'incident précis montré dans la vidéo, nous ne saurons probablement jamais la vérité sur qui a fait quoi à qui. Les récits des deux camps sont crédibles. Le tir ami sur 3 avions est presque inimaginable, mais c'est possible. Pourtant, cela reste sans réelle importance, sauf en ce que cela illustre la nature de ce conflit. Ce que nous avons ici, c'est un échec à comprendre, comme Clausewitz l'a souligné avec tant d'insistance, la nature de cette guerre. Et cette incompréhension est profonde et presque incroyable du côté de l'Empire. Je n'arrive pas à croire que nous ayons commencé cela de la manière dont nous l'avons fait, ni la façon dont nous en faisons la propagande. Et c'est une propagande majeure. Vous ne trouverez pas une seule source médiatique grand public en Amérique, je vous mets au défi, qui ne diffuse pas la propagande de l'administration, et en fin de compte, de vous savez qui, Bibi Netanyahou et le lobby israélien. Il faut donc écarter tout cela. Et ensuite, il faut se dire que les Américains ne sont pas aussi stupides que je le pensais, car les sondages montrent désormais des preuves accablantes que même le mouvement MAGA et une grande partie des partisans républicains de Donald Trump, à des pourcentages jamais vus auparavant dans des situations comme celle-ci, s'y opposent. Et à l'échelle du pays, on peut dire assez justement qu'environ les 3/4 des Américains sont contre cette guerre. Nous avons donc un président qui engage une guerre de manière inconstitutionnelle. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute. Absolument aucun. Oublions la loi sur les pouvoirs de guerre. Elle constituait de toute façon une atteinte à la Constitution. Revenons à la Constitution elle-même. C'est une infraction passible de destitution du plus haut degré dans laquelle Donald Trump s'est engagé. Et parlons ensuite de la nature de la guerre que Clausewitz, bien sûr, considère comme une évaluation cruciale. Du côté iranien, et c'est, je pense, le point de vue valable, ce sera une guerre très longue, et elle entraînera de nombreuses pertes que personne n'avait envisagées, en matériel, dans les économies et en vies humaines. Demandez aux Israéliens qui ont subi une frappe ayant fait, je crois, 9 morts, 70 blessés et déjà 6 disparus au combat. Et cela remonte à quelques heures ou peut-être 24 heures tout au plus. Cela va donc avoir des répercussions dans toute la région que personne ne peut calculer ni estimer pour l'instant. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, l'Iran agit d'une manière que, en tant que professionnel militaire,
J'aurais jugé imprudente au départ, mais je crois comprendre, discerner leur approche opérationnelle ici, et même la stratégie qui la sous-tend, c'est qu'ils attaquent certaines personnes dans la région, notamment des pays arabes qui ne sont pas nécessairement leurs ennemis, ou du moins pas leurs ennemis déclarés pour le moment. Et ils font cela parce qu'ils veulent faire descendre les gens dans la rue, comme ce qui s'est passé de manière si frappante à Bahreïn, pour acclamer lorsqu'ils attaquent. Et c'est exactement ce qu'ils obtiennent. Nous pourrions assister à un autre printemps arabe, si l'on peut dire, un qui réussirait réellement à renverser certains de ces tyrans qui sont nos alliés. Et puis, la dernière chose que je dirais à propos de la nature de la guerre, qui me semble essentielle ici, l'Empire ne peut tout simplement pas supporter cela. Regardons quelques paramètres. Quand nous sommes entrés en guerre en 1940-41, et en réalité nous étions déjà en guerre en 1936 et 1937, nous construisions déjà la route d'approvisionnement à travers l'Iran, par exemple, jusqu'au cœur de l'Union soviétique. Donc quand nous y sommes allés, il y avait environ 70 millions d'habitants en Allemagne et environ 70 millions au Japon. Nous avons déployé 12 millions d'hommes sur le terrain. Et l'évaluation stratégique de l'amiral King et de George Marshall était que cela ne suffisait pas pour affronter le nombre de divisions allemandes. Le maximum que nous pouvions constituer à partir de cela était de 100 divisions. Nous étions intelligents. Nous savions que les Soviétiques finiraient par subir la majorité des pertes dans cette guerre, et nous savions que nous devions approvisionner le reste des Alliés. Nous les avons tous approvisionnés grâce à l'arsenal de la démocratie, pour ainsi dire. C'est d'ailleurs le meilleur titre pour notre stratégie de la Seconde Guerre mondiale. En d'autres termes, nous avons gardé beaucoup d'hommes dans la base industrielle afin d'être cet arsenal de la démocratie. 12 millions d'hommes. Nous ne pourrions pas mettre un demi-million d'hommes d'Annie sur le terrain aujourd'hui. Et c'est ce qu'il faudrait pour soumettre ce pays très résolu de 90 millions d'habitants, qu'est l'Iran, dont environ 53% sont persans et dont 20 à 25% supplémentaires se tiennent à leur côté dans cette solidarité. Et vous avez vu cela illustré par, je n'en revenais pas, des médias traditionnels montrant des photos des gens qui protestaient contre le régime, puis juste un bref aperçu des gens qui protestaient contre la mort de Khomeini. C'était incroyable la différence. Des millions de personnes sont sorties, et elles sortent partout dans le monde musulman aussi, du Pakistan jusqu'à le Pakistan est en feu en ce moment. Oui, donc, et en guerre avec l'Afghanistan, de toutes choses. Je veux dire, Kaboul s'en prenant à une puissance nucléaire, êtes-vous stupide ou quoi? Mais c'est ce que nous faisons. Et la nature de cette guerre n'est pas comprise par cet idiot à la tête de l'Empire, ni par l'idiot à la tête de son Pentagone. Ils ne comprennent tout simplement pas dans quoi ils se sont engagés, et ils vont avoir un réveil brutal, très brutal. Oui. Eh bien, Patrick, je vais te passer la parole. Et pendant que je le fais, je vais diffuser davantage d'images de ce qui s'est passé avec ces chasseurs F-15 abattus. Quand j'ai entendu ça, Patrick, je me suis dit que, quelle que soit l'explication, c'est une scène incroyablement humiliante. Même l'explication donnée par le CENTCOM est humiliante, étant donné que c'est la réaction de l'Iran qui a provoqué cette panique. Et bien sûr, tous les problèmes militaires que nous voyons apparaître dans les médias grand public. Mais toi, qu'en penses-tu? Quelle est ton évaluation? Je ne suis pas surpris. Si c'était un tir ami, je ne suis pas du tout surpris. Comme vous pouvez le constater, les avions de chasse pilotés ne sont pas un domaine dans lequel les Iraniens ont beaucoup investi au cours des 20 dernières années. Ils se sont concentrés sur les drones, la technologie des missiles et la défense aérienne. C'est l'un de ces problèmes de déconfliction qui peuvent être quelque peu embarrassants.
Mais l'un des aspects positifs de cette situation, du point de vue iranien, concerne évidemment l'image de relations publiques auprès de l'opinion publique américaine à l'approche d'un vote au Congrès. Mais je veux revenir un peu sur ce vote au Congrès. Ce vote aurait pu avoir lieu la semaine dernière. Ro Khanna et Thomas Massie avaient déjà tout préparé. Et c'est des gens comme Chuck Schumer, le sénateur démocrate, qui ont dit « Oh oui, bien sûr, nous voulons voter là-dessus. Mais faisons-le plus tard, faisons-le dans une semaine. » Il est donc clair que Chuck Schumer et d'autres savaient que cette guerre se déroulait pendant le week-end et ils ont choisi de traîner les pieds sur cette initiative. Et c'est quelque chose que le peuple américain et le monde devraient savoir, que tous ces sénateurs et membres du Congrès, achetés et payés par le lobby israélien, interviennent dans notre procédure constitutionnelle au nom d'une entité étrangère. L'autre chose, c'est que Donald Trump n'a pas consulté le Congrès au préalable. Mais c'est important. Les États-Unis travaillent main dans la main avec Israël. On ne peut pas séparer les deux. Ils aiment jouer aux bonnes et aux mauvais flics. Tout cela n'est que du théâtre. Bibi Netanyahou a informé la Knesset et son comité de sécurité des opérations américaines prévues pour le week-end. Mais Donald Trump n'a pas informé notre Congrès ni nos sénateurs de ces mêmes opérations. Pour moi, c'est une crise constitutionnelle aux États-Unis d'Amérique. Ce président a complètement ignoré ses obligations et ses devoirs en tant que chef de l'exécutif et a contourné notre système constitutionnel afin de servir et d'accommoder une entité étrangère. Et je pense, c'est tellement évident. C'est embarrassant à un certain niveau, mais à un autre, ça devrait vraiment choquer les gens. Et puis, l'attitude désinvolte de Trump et de personnes comme Lindsey Graham qui agitent simplement la main à propos de soldats américains tués, comme si, ça arrive et il y en aura d'autres. Mais, vous savez, c'est un combat qui vaut la peine d'être mené. Et ensuite, Pete Hegseth se présente devant la presse en disant que nous n'avons pas commencé cette guerre, mais que nous allons la terminer. Non. Les États-Unis ont bien commencé cette guerre. C'était prémédité. Ils se sont mis d'accord le 29 décembre à Mar-a-Lago sur la date de cette attaque. Elle a peut-être été retardée d'une semaine, de quelques jours ou peu importe, mais elle était déjà préméditée. Ainsi, toute la façade des négociations de paix ou des négociations nucléaires n'était, encore une fois, qu'une ruse, utilisée pour couvrir une attaque surprise. C'est ainsi que les États-Unis mènent leurs affaires dans le monde. Et c'est ce qu'ils projettent auprès des autres superpuissances, comme la Chine, la Russie, l'Inde et tous les autres. Les États-Unis ont en quelque sorte, sans le vouloir, averti le monde qu'ils sont un acteur rebelle dans le système international. Nous n'avons même pas besoin de commenter Israël. Tout le monde sait à quoi on a affaire là-bas. Mais il ne devrait y avoir aucun doute, à l'échelle mondiale, sur ce dont cette administration est capable. Mener des négociations de haut niveau, voire les porter jusqu'à Genève, avec une pleine intention. Et c'est pourquoi, et je veux le dire clairement, ce n'est pas une remarque désinvolte. C'est un fait absolument avéré. C'est pour cette raison que Donald Trump et le lobby israélien ont placé Steve Witkoff et Jared Kushner comme principaux diplomates de la politique étrangère des États-Unis, afin qu'ils puissent devancer toutes ces négociations qui, à plusieurs reprises, ont servi de couverture à une attaque surprise. Ils travaillent donc au nom d'Israël. Cela signifie, en pratique, de facto, qu'il s'agit d'agents israéliens se faisant passer pour des diplomates, sans aucun portefeuille officiel au sein du département d'État, et qui dirigent en réalité cette façade, ce spectacle de vaudeville qui ressemble à de la diplomatie, ou qui est censé y ressembler.
Pendant ce temps, ils préparent des actions militaires pour déclencher une guerre d'agression non déclarée et non provoquée. Pas une seule fois. Ils l'ont fait 2 fois. Ils l'ont fait, si je compte les négociations Nasrallah-Hezbollah, ou les négociations avec le Hamas, ou les 2 fois où ils ont fait cela en Ukraine. Nous en sommes à 5 attaques surprises en 12 mois. Excusez-moi? Je veux dire, cela défie toute analyse à ce stade. Nous avons affaire à une bande criminelle qui a usurpé la Maison-Blanche. Et ils ne travaillent pas pour le peuple américain ni pour les États-Unis d'Amérique. Ils travaillent exclusivement au service d'une entité étrangère. Je veux dire, il n'y a plus moyen de le nier à ce stade. C'est toute la preuve dont nous aurions jamais eu besoin. Ils l'ont refait. Et je ne sais plus à ce stade. Oui, non, des mots importants, Patrick. Maintenant, colonel Wilkerson, étant donné ce que dit Patrick, je veux simplement montrer quelques chiffres concernant les pertes du côté américain. Bien sûr, les Iraniens ont subi de lourdes pertes, des centaines de victimes, y compris, bien sûr, une horrible attaque contre une école qui a tué plus de 150 écolières. Mais voici ce que l'Iran a déclaré. Ils affirment que 560 militaires ont été blessés ou tués jusqu'à présent dans le cadre de l'opération Promesse véritable 4. Cela vient directement du CGRI lui-même. Ce que dit le CENTCOM, c'est qu'environ 4 personnes ont été tuées, ou au moins 6 maintenant, peut-être, étant donné qu'il y a eu d'autres rapports à ce sujet. Mais le CENTCOM reste très discret. Environ 6 personnes ont été tuées jusqu'à présent. Et voici ce que l'Iran a fait. Voici tous les endroits qu'il a frappés. Bases militaires, navales, aériennes américaines, etc. Alors, colonel Wilkerson, qu'en pensez-vous? Je veux dire, Donald Trump a déclaré qu'il y aurait la garantie que davantage d'Américains mourront. Pete Hegseth vient de le dire aussi. Comment réagissez-vous à une telle déclaration? Eh bien, tout d'abord, permettez-moi de dire que je suis d'accord avec chaque mot que Patrick vient de prononcer. Et je vais simplement réaffirmer le fait qu'il s'agit là de la plus grave infraction passible de destitution qui soit. Assurément, dans l'esprit de personnes comme James Madison, Thomas Jefferson, George Washington et de nombreux autres fondateurs, c'était cela. C'est pour cette raison qu'ils ont inscrit la clause de destitution dans notre Constitution. Engager le pays dans une entreprise néfaste, non déclarée, inconstitutionnelle et en violation du droit international, posez votre repère et il sera valable, je vous l'assure, constitue la première infraction passible de destitution. Et la toute première chose qui devrait commencer, et qui ne commencera pas pour la raison même que Patrick a évoquée, c'est parce que Schumer est un lobbyiste. Un compliment pour le lobby juif par excellence. Et qu'il est enfoui dans le sillage d'Israël, tout comme Mike Huckabee et de nombreuses autres personnes, y compris le directeur de la CIA. Donc, cela n'arrivera pas. Mais cela montre à quel point notre situation est périlleuse en ce moment. Pour rester, ne serait-ce qu'un tant soit peu, une république fédérale démocratique, ou plutôt une république fédérale avec des aspects démocratiques. Nous sommes en train de disparaître, et compter des haricots dans un champ, des cibles atteintes, et d'autres choses tactiques de ce genre ne sont vraiment pas ce qui devrait se passer en ce moment. Ce qui devrait se passer, c'est une évaluation fondamentale de cette entreprise dans laquelle nous nous sommes engagés et qui n'a aucun aboutissement, absolument aucun, sinon la catastrophe. Et je ne parle pas seulement du côté des États-Unis, je parle aussi du côté des acteurs régionaux, dont l'Iran en particulier. Beaucoup de gens vont mourir en Iran, mais ils sont résolus au point que cela va être long et sanglant. Et même si Trump disait « arrêtons », il ne le ferait probablement pas. Et plus nous avançons dans cette affaire, plus cela devient probablement une certitude. La nature de ce conflit est gravement mal interprétée par des personnes comme Hegseth, Trump
et d'autres membres de l'administration, ainsi que par Lindsey Graham et Chuck Schumer. Nous nous engageons dans quelque chose qui va vraiment nous déchirer, profondément nous déchirer. Et nous le faisons à un moment où Xi Jinping a publiquement déclaré, dans un document qu'on ne peut pas confondre, que la Chine a atteint le sommet dans de nombreux domaines. La technologie, la puissance économique, la base industrielle, la construction navale, et ainsi de suite. Mais il y a un domaine où elle ne l'a pas encore fait, et il le dit dans sa déclaration. Je ne pensais pas voir cela se produire sous Xi Jinping. Je croyais que Deng Xiaoping avait encore assez d'influence pour l'en empêcher, si l'on peut dire, mais il l'a fait. La seule chose qui leur manque, c'est le contrôle de l'empire financier international. Ils vont donc passer à l'action, et ce sera un succès, je vous le garantis, pour remplacer le dollar par le renminbi. C'est une démarche majeure pour eux, car ils comprennent, de manière viscérale, ce que cela implique pour une puissance. Cela commence vraiment à la corrompre, comme vous l'avez vu chez nous, parce qu'on peut faire des dépenses déficitaires à outrance, puisque c'est votre monnaie qui sert de référence à ces dépenses, vente de pétrole, et ainsi de suite. Et l'Arabie saoudite, en ce moment, est sur le point de conclure un accord avec Xi Jinping. Je pense que nous verrons cet accord dans les 12 prochains mois, moment où ils commenceront à effectuer toutes leurs ventes de pétrole libellées en renminbi plutôt qu'en dollars. C'est un changement monumental dans le monde. Et regardez où nous en sommes aujourd'hui. Regardez ce que nous faisons. Si nous voulions mener cela à une fin réussie, ce qui me semble même impossible en ce qui concerne l'Iran, eh bien, nous avons déployé 12 millions d'hommes sur le terrain contre l'Allemagne et le Japon, avec l'aide des Soviétiques, qui ont subi plus de 20 millions de pertes. Ce sont eux qui ont vaincu la Wehrmacht, pas nous. Ce sont eux qui ont vaincu la Wehrmacht. 90 millions d'habitants en Iran, nous ne pourrions pas y envoyer un demi-million de soldats et de marines. Ils seraient anéantis, ils seraient détruits. Comment pourrait-il même y arriver, colonel Wilkerson? Comment pourrait-il même y arriver? C'est possible. On pourrait les y amener, car il y a suffisamment de navires amphibies pour lancer une attaque sur la côte iranienne, même si cela entraînerait probablement de lourdes pertes. Mais malgré tout, on pourrait peut-être débarquer 250 000 d'hommes. Ils seraient submergés, ils seraient encerclés. Alors, que va-t-on faire? C'est bien là le drame. Et les révoltes aux États-Unis seraient incroyables. Les pertes humaines qui en résulteraient. Réfléchissons un peu. S'il essayait de mettre en place une conscription, la moitié de la jeunesse américaine serait au Mexique et l'autre moitié au Canada du jour au lendemain. Il n'y a aucune chance que nous ayons une conscription réussie. Peu importe à quel point elle serait draconienne. Il pourrait envoyer l'ICE. J'aimerais qu'il disparaisse. Il disparaîtrait très vite. On ne peut pas imaginer à quel point il a mis ce pays en danger, constitutionnellement, intérieurement et internationalement à l'échelle mondiale. Patrick a tout à fait raison. Nous n'avons plus aucune réputation. Nous n'avons plus rien. Tout est en lambeaux. Si j'étais Poutine, je me tournerais vers Witkoff et Kushner et je dirais « Envoyés spéciaux, sortez de mon pays. Sortez de ma vue et ne revenez pas. » Puissant. Le colonel Wilkerson et Patrick, le colonel Wilkerson a dit que ce serait une guerre longue. Et Ali Larijani, qui est maintenant à la tête des forces de défense en Iran, a dit la même chose. Il l'a déclaré sur son compte X. Il a dit que l'Iran, comme les États-Unis, s'était préparé à une guerre longue. Et c'est une déclaration unanime au sein du CGRI, dans toute l'armée iranienne. Les responsables politiques disent tous la même chose. Quelle est votre réaction à ce qu'a dit le colonel Wilkerson, mais aussi à cela? Je veux dire, cela doit un peu effrayer l'administration Trump. Nous avons entendu des rapports selon lesquels ils sont déjà en train de s'affoler. Que faire? Renforcer les défenses aériennes,
envoyer plus de troupes, plus d'équipements si nous en avons, ou au contraire, ils sont dans une impasse ici, Patrick. Oh, désolé, attendez. Voilà. Patrick, je ne sais pas pourquoi je ne vous entends pas. Vous n'êtes pas en soaked-in. Oui, désolé pour ça de mon côté. J'ai appuyé sur le bouton par erreur. L'Iran se prépare à cela depuis les années 80, en fait depuis la guerre Iran-Irak. Il s'y prépare depuis tout ce temps. Il savait que cette confrontation était inévitable. Et donc, avec les maigres ressources dont il dispose, notre gouvernement parle comme si chaque centime de l'économie politique iranienne était consacré aux missiles et aux drones. C'est tout simplement absurde. Je veux dire, ils travaillent littéralement avec des budgets dérisoires. Mais ce qu'ils parviennent à accomplir avec ces budgets relativement modestes et limités pour leur défense est assez incroyable. Ils ont réussi à faire cela méthodiquement sur plusieurs années, et maintenant on en voit le résultat. Ils n'ont besoin d'avoir de la chance qu'une seule fois. Vous savez, les États-Unis ont ce soi-disant palmarès invaincu, qui ne l'est pas vraiment. Mais dans l'esprit des va-t-en-guerre de Washington, ils pensent avoir eu une saison sans défaite depuis, disons, 100 ans ou quelque chose comme ça. Mais l'Iran n'a besoin d'avoir de la chance que quelques fois. Trump doit lancer, eh bien je l'ai dit dans une interview la semaine dernière, Trump doit lancer un match parfait. Il a maintenant perdu ce match parfait. Alors, qui est le lanceur de relève qui va venir sauver la situation? Quel genre de manœuvre désespérée les néoconservateurs ou le lobby sioniste, si l'on veut, vont-ils tenter si les États-Unis commencent à subir trop de pertes, trop de victimes? Ce que Trump a fait revient en fait à sacrifier. Il sacrifie potentiellement la présence militaire américaine autour du Golfe Persique. Il s'agit d'une fortification que les États-Unis ont construite au fil de nombreuses décennies, en réalité. Et maintenant, il menace de la sacrifier au nom d'Israël, des objectifs politiques et militaires à court terme d'Israël. C'est assez significatif en ce qui concerne la capacité des États-Unis à projeter leur puissance. Et les gens disent, eh bien l'Iran a commis une énorme erreur car il a frappé des cibles dans les États du Golfe au lieu de les rallier à sa cause. Les États arabes du Golfe s'y opposent désormais. Donc c'était un mauvais choix de la part de l'Iran. Non, je pense que c'était un geste très habile, calculé et délibéré de la part des Iraniens, car ils agissent comme une puissance normative. Et si l'on étudie les relations internationales, ce que personne dans l'administration Trump n'a fait, et si c'est le cas, je n'en vois aucune preuve. On comprend qu'une puissance normative, comme la Chine, la Russie, les États-Unis d'autrefois ou d'autres pays importants, cherche à imposer un coût à ses voisins lorsqu'ils agissent comme accessoires ou complices d'une autre puissance. En d'autres termes, ils veulent imposer un coût aux États du Golfe pour avoir accueilli toutes ces bases américaines. Chacune de ces bases, à Bahreïn, en Arabie Saoudite, au Qatar, à Oman, aux Émirats Arabes Unis et au Koweït, remplit un rôle spécifique. C'est une division du travail pour l'armée américaine, et chacune d'elles, d'une manière ou d'une autre, joue un rôle essentiel. À présent, tout cela est remis en question, et je pense que chacun de ces pays se demande, voulons-nous être en guerre permanente avec l'Iran simplement pour que les États-Unis puissent soi-disant nous défendre? En réalité, c'est leur argument de vente. Nous allons assurer votre défense. Alors qu'en fait, ils ne font qu'attirer le feu en hébergeant ces bases américaines. Donc, je veux dire, c'est assez évident de voir comment les choses tournent réellement. Et il a fallu que l'Iran pousse la question. L'autre chose que les gens disaient, c'est que l'Iran ne frapperait jamais Chypre parce que c'est un pays de l'OTAN et que cela déclencherait l'article 5. Et c'est l'argument le plus stupide que j'ai jamais entendu, parce que les États-Unis sont la principale puissance de l'OTAN
et ils ont déjà engagé une guerre non déclarée. Alors, oubliez l'article 5 ou toutes ces absurdités. Et qu'a fait l'Iran? Ils ont attaqué la base de la RAF Akrotiri, la base britannique à Chypre, qu'Israël utilise comme échappatoire pendant les attaques de missiles et comme lieu pour entreposer temporairement des chasseurs F-35 et d'autres ressources, y compris Benjamin Netanyahou lui-même en cas de siège de Tel Aviv, et ainsi de suite. Ils l'ont donc démontré. Que vont faire les pays européens? Ils ne vont rien faire. Ils ne vont rien faire. Pourquoi? Pour la simple raison que les États-Unis et Israël ont déclenché cette guerre. Ils ont attiré le feu sur Chypre. Chypre est d'une importance capitale pour le GCHQ et la NSA en tant que station de relais. Cette base à Chypre est absolument essentielle. Le fait que l'Iran l'ait inscrite sur sa liste d'objectifs, dans sa banque de cibles, montre que le renseignement iranien aux Émirats arabes unis, je peux vous le dire, et je le tiens d'une source extrêmement fiable, et d'une qualité exceptionnelle en ce qui concerne les États du Golfe. Ils savent où se trouve chaque chose. Ils savent où se trouve chaque base de la CIA américaine. Ils savent où se trouve chaque base israélienne. Ils savent qu'à Erbil, dans le gouvernement régional du Kurdistan en Irak, ils ont également démontré qu'ils pouvaient frapper ces bases israéliennes. Dès janvier 2020, lorsqu'ils ont réagi à l'assassinat de Qassem Soleimani. Les gens ont donc cette idée que l'Iran est un pays arriéré, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, que ce ne sont que des mollahs qui s'agitent avec des missiles et ce genre de choses. Non, non. Leur stratégie est très précise. Ils se sont préparés à réagir immédiatement en cas d'attaque. Ils ne croyaient pas que les négociations étaient légitimes ou sincères. Et je pense que les États-Unis se sont, sur le plan institutionnel, endormis dans une certaine complaisance depuis la période de la guerre en Irak et celle de la guerre en Afghanistan. Ils ont reconfiguré l'ensemble de leur armée autour d'un certain type de profil de mission. Douglas McGregor l'a déjà dit, je crois que c'était cet été. Il a affirmé que les forces américaines actuelles comptent à peine un peu plus de 400 000 ou 420 000 soldats, et que parmi eux, seuls environ 120 000 à 150 000 sont réellement prêts au combat. Il l'a répété à plusieurs reprises lors d'entretiens. Donc, s'il s'agit de déployer des troupes au sol ou de créer un levier de cette manière, on parle de quoi? Peut-être 120 000 soldats potentiellement prêts au combat. Voilà les États-Unis d'Amérique. Ils ont vraiment réduit leurs capacités au cours des 2 dernières décennies et se sont totalement reposés sur cette dissuasion écrasante. Et tout le profil de défense d'Israël repose sur une dissuasion écrasante. Ils ne pouvaient pas imaginer que quelqu'un aurait l'audace d'attaquer le territoire national israélien, ni que quiconque oserait frapper les bases américaines dans la région. Et l'Iran a fait ces 2 choses, non pas une, mais 2 fois. À présent, dans cette phase, ils misent simplement sur l'idée que l'Iran va manquer de missiles, qu'il va manquer de drones. Je ne prendrai pas ce pari. Mais avec les États-Unis, on peut plus ou moins calculer ce qu'ils possèdent en matière de munitions antiaériennes ou antimissiles, ainsi que ce qu'ils ont en termes de munitions et de capacités offensives. Ça, vous pouvez le calculer. C'est une équation assez simple ici. Les chiffres ne collent tout simplement pas. Alors la question est, quel est l'avantage de cette attaque? Pour l'administration Trump, pour l'Amérique. À court terme ou autrement, quel est l'avantage? Aucun des commentateurs intelligents que vous invitez dans votre émission, ni ceux des autres podcasts, ni le juge Knapp, personne n'a pu identifier l'avantage de cette attaque. Alors, que font-ils à Washington? Qui dirige les opérations? Eh bien, nous avons déjà répondu à cette question. Donc maintenant, vous êtes dans un trou. Que comptez-vous faire dans ce trou? Allez-vous vous laisser aller au désespoir? Allez-vous utiliser des armes nucléaires tactiques pour tenter de sauver la face? Et à ce moment-là,
vous serez dans un trou encore plus profond. Donc oui, c'est incroyable. Ce que Patrick vient de dire est l'aspect le plus effrayant pour moi, parce que j'ai mis la main sur une transcription. Il parlait en hébreu, bien sûr, mais je fais confiance à la traduction. Je ne parle pas hébreu. Il s'agissait de ses remarques, non seulement devant la Knesset, mais aussi, auparavant, devant les membres de son cabinet, pour ainsi dire. Et l'une des choses qu'il a dites en hébreu à la fin, et quand il parle en hébreu, il s'adresse expressément, s'il peut en préserver le secret, à son public en Israël, pas aux États-Unis. Quand il parle en anglais, bien sûr, il s'adresse au Congrès américain, à tout le monde en Amérique, et ainsi de suite. Il est très habile de cette manière. En hébreu, il a conclu ses remarques d'une manière vraiment effrayante. Il a dit en substance que si tout tournait mal, ils auraient la surprise de leur vie. Cela ne peut vouloir dire qu'une chose, qu'il a peut-être même chargé certaines des armes de Dimona et qu'il est tout à fait prêt à les utiliser si tout se passe mal, ce qui semble très probable. Ce n'est donc pas seulement effrayant du point de vue de la guerre conventionnelle en cours, qui ne peut pas bien se terminer pour l'Empire et en fin de compte pour l'Amérique, mais aussi à cause de la perspective d'y introduire des armes nucléaires. Une perspective très très concrète avec cet homme qui est aujourd'hui le dirigeant paria numéro 1 dans le monde. 60% du monde, voire plus, cela fait beaucoup de gens, se rendent compte que c'est un maniaque homicide. Et l'une des choses dont Patrick parlait à l'instant a ravivé le souvenir d'un briefing il y a 3 jours. Naftali Bennett ne parlait pas en l'air lorsqu'il a dit que la Turquie était la prochaine cible. L'une des raisons pour lesquelles Israël mène certaines actions à Chypre et dans le sud de la Grèce, qui n'ont rien à voir avec ce que Patrick énumérait, tout cela était exact. Mais il s'agit d'une opération totalement distincte. C'est qu'ils essaient de déstabiliser la Turquie, et ils vont utiliser Chypre pour le faire, car c'est leur prochaine cible. Si j'étais Erdogan en ce moment, et que j'avais un minimum de bon sens, et je sais que certaines personnes dans son appareil militaire et de renseignement en ont réellement, contrairement à ce que nous avons tendance à penser des Turcs en général, s'ils connaissaient la vérité, ils se rendraient compte qu'il n'est absolument pas dans leur intérêt de rester neutre dans cette affaire. Ils doivent décider de quel côté ils vont s'engager et comment ils vont le faire, car toutes sortes de perspectives, favorables ou défavorables pour la Turquie, se jouent ici. Et Netanyahou a bien l'intention, et je soupçonne que son entourage politique, une fois qu'il sera en prison ou peu importe, a bien l'intention d'étendre le domaine d'Israël. C'est évident. Le Grand Israël, c'est le Grand Israël, et ils y tiennent beaucoup. Et quand Mike Huckabee a fait son exposé à ce sujet, il ne plaisantait pas. Il a été en Israël, dans les couloirs du pouvoir, pour ainsi dire, à Jérusalem et à Tel Aviv, et il sait ce que les Israéliens préparent. Certaines personnes doivent se réveiller ici, notamment la Grèce, Chypre, la Turquie et d'autres pays qui vont être touchés, car ils le seront, peut-être de manière très significative. Tout cela a donc toutes sortes de ramifications. Voici ce qu'a dit Haaretz en un mot. J'ai été surpris de voir cela, mais même Haaretz m'a déçu dernièrement, parce qu'ils ont tellement de neutralité, si l'on peut dire, et leur neutralité consiste à mentir. Ils ont appelé cela une guerre sans fin. Bingo, bingo. Et les guerres sans fin ont tendance à entraîner en elles toutes sortes d'autres antagonistes, protagonistes, peu importe. Oui. Eh bien, Patrick, je me demande aussi quel rôle va jouer la pénurie d'intercepteurs de défense aérienne. Je peux juste montrer cette vidéo pendant que tu parles. Tu sais, Israël et les États-Unis, voici Israël au passage, utilisent un très grand nombre d'intercepteurs pour contrer ce qui n'est souvent qu'un seul missile.
Et les médias traditionnels? Tiens, je vais le montrer. Voilà le missile iranien qui échappe complètement à tout cela. Les médias grand public en parlent beaucoup. Ils disent que ces intercepteurs s'épuisent rapidement. Et je vais afficher ça pendant que tu parles. Les États-Unis et Israël dépensent jusqu'à 44 millions de dollars pour tenter d'abattre des missiles qui coûtent environ $250 000. Donc c'est un problème majeur. Mais ta réaction à ce qu'a dit le colonel Wilkerson, ainsi qu'à cela. Et je vais afficher certains des avertissements que j'ai vus à ce sujet. Attends une seconde. D'accord, désolé. Hold on one second. Okay, sorry. Les déclarations de l'Iran paraissent très assurées quant à leur avantage à mesure que le conflit se prolonge. Et cette assurance n'est pas qu'une simple bravade creuse. Ce n'est pas du tout le style de Baghdad Bob. Ils ont de bonnes raisons d'y croire. J'en sais un peu à ce sujet, car j'étais à Téhéran il y a 2 ou 3 semaines et j'ai parlé à quelqu'un qui est général dans le programme de missiles. Je m'arrêterai là. Mais les missiles que nous avons vus lancer en juin dernier, il est important de le souligner, les plus récents que vous avez vus alors, pendant l'opération True Promise 3, avaient déjà 6 ou 7 ans. Il y a donc 2 autres générations de missiles, y compris des missiles hypersoniques, qui n'ont pas encore révélés au public, capables d'atteindre des vitesses supérieures à Mach 10 et de changer de trajectoire en plein vol. Et c'est important, ils peuvent frapper des cibles en mouvement. Pas besoin d'être un génie pour comprendre à quoi ils servent. Il y a différentes phases dans ce conflit, car il pourrait s'intensifier, et l'Iran est prêt à déployer différents types d'outils. Ils disposent de drones rôdeurs, des drones très efficaces. Ils ont déjà montré ce qu'ils pouvaient faire en détruisant une importante installation radar américaine. Et ce n'est qu'un avant-goût de ce qui va venir. Ils ont la capacité de submerger, comme tu l'as dit, Danny, les défenses aériennes israéliennes. Ce sont donc toutes des choses qui restent encore à venir. À présent, les États-Unis affirment dans les médias qu'ils ont détruit toute cette capacité, que l'Iran n'a plus vraiment rien, qu'ils ont tout anéanti en 24 heures. J'ai du mal à y croire, compte tenu de la taille du pays et de la profondeur stratégique dont dispose l'Iran. L'immensité du territoire est comparable à celle de l'Europe continentale. Ils peuvent donc dévoiler et déployer certaines de ces capacités au fil du temps. Et puis, il y a un autre aspect. Lorsque les missiles hypersoniques commencent à arriver et que les défenses aériennes sont épuisées, ils disposent de missiles plus grands, l'équivalent de Scud avancés, avec d'énormes charges explosives. Ce sont de gros missiles lourds, capables de causer des dégâts considérables une fois les défenses israéliennes affaiblies. Et puis, ils ont du vieux matériel roulant qu'ils vont envoyer. En gros, ils vont dépoussiérer leur ancien matériel roulant et le lancer contre Israël et les bases américaines. Et vous savez, vous avez déjà vu une partie des dégâts au cours des dernières 12 heures. Je veux dire, c'est déjà important en Israël. Ce niveau de dégâts, et plus encore, c'est ce à quoi on peut s'attendre, plus cette situation dure. C'est pour ça qu'ils sont confiants. C'est pour ça vous savez, il n'y a aucune menace d'une invasion terrestre par les États-Unis ou Israël. Peut-être des forces spéciales menant du sabotage. Je suis sûr que les Britanniques ou le SAS seront déployés pour faire exploser des choses derrière les lignes, comme ils le font habituellement. Et les États-Unis le feront, Israël le fera, mais ce ne sera pas suffisant. Oui, colonel Wilkerson, la même question pour vous. Et tout ce que vous souhaitez ajouter à ce sujet? Eh bien, pour revenir au dernier point de Patrick, je comprends que les hélicoptères que je viens de recevoir étaient spécifiquement destinés à s'occuper du SAS, et je n'en doute pas une seconde. Je pense que nous sommes face à une situation, comme je l'ai dit plus tôt, que nous avons très mal évaluée. Et je crois que ce dont Patrick parlait fait partie,
de ce que nous avons mal jugé. Les Iraniens sont vraiment habiles dans la manière dont ils utilisent leurs missiles et leurs drones. Ils utilisent le matériel le moins coûteux, si l'on peut dire, ce qui reste mortel si cela passe, mais cela ne passera pas très souvent, car les Israéliens, ou nous, allons l'abattre. Mais avec quoi allons-nous continuer à abattre ces engins? Parce que nous allons manquer de ressources, et nous allons en manquer bien plus vite que beaucoup de gens ne le pensent. Je ne pense pas que ça dure beaucoup plus de 4 jours. Ensuite, ils vont utiliser leurs meilleures armes, et cela passera sans aucune inhibition. Cela va dévaster des cibles en Israël, qui est en réalité une toute petite enclave. Je pense que les Iraniens font preuve de discernement, comme ils l'ont toujours fait, surtout lorsqu'ils frappent avec leur cadence de missiles, et qu'ils évitent de viser des cibles civiles. Contrairement à Netanyahou, qui adore tuer des civils, il se délecte de tuer des civils. Ils vont, pour ainsi dire, lever cette retenue et commencer à frapper tout en Israël, y compris les civils. Ils en ont déjà tué quelques-uns. Je pense qu'ils vont en tuer beaucoup plus. Alors, vous allez voir Netanyahou avoir un problème incroyable pour garder les gens en Israël. Il a déjà probablement perdu près d'1 million des habitants juifs d'Israël. Et il va en perdre beaucoup d'autres. Parce qu'en gros, ce ne sera plus du tout un refuge sûr pour eux. Et il n'y aura plus non plus de perspective que cela redevienne un refuge sûr. Il a donc un problème énorme. Cela me ramène à cette proposition qu'il aurait formulée, apparemment en hébreu, selon laquelle il possédait l'arme ultime dans son arsenal. C'était clairement l'insinuation, ce qui est extrêmement inquiétant. Car s'il y a un endroit sur la surface de la Terre, et il y en a plusieurs en ce moment, y compris le Pakistan, qui pourrait utiliser une arme nucléaire dans un avenir proche, c'est Israël, avant tout. Et cela me paraît vraiment inquiétant. Et je ne pense pas que, même avec les contacts que Trump a, la plupart d'entre eux enfouis dans son arrière-train ou le sien dans le leur en Israël, on le tienne informé de cela. Je ne crois pas qu'il comprenne qu'il s'est engagé sur une voie qui pourrait très bien mener à l'utilisation d'une arme nucléaire, ou 2 ou 3. Revenons aux alliés, cette alliance trilatérale désormais, et elle est bien trilatérale, non bilatérale. La Russie, l'Iran, la Chine, les 3 sont en alliance avec l'Iran. Si l'on veut réapprovisionner l'Iran après qu'il aura très sérieusement dévasté la région avec ses missiles plus sophistiqués, peut-être couler un, voire plusieurs porte-avions et bâtiments de combat américains comme les 2 destroyers stupidement positionnés dans le nord de la mer d'Arabie ou le golfe Persique, comme certains l'appellent, s'ils font cela et qu'ils viennent à manquer de ces missiles vraiment sophistiqués ou qu'ils s'en approchent, devinez qui va les réapprovisionner. Je n'ai aucun doute là-dessus. Ils seront réapprovisionnés et en temps voulu. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas d'Al-Ansar, les Houthis au Yémen, qui vont de nouveau fermer la mer Rouge, du moins pour le trafic à destination d'Israël ou de ses intérêts. Nous allons donc avoir 2 des points d'étranglement les plus importants du monde pratiquement bloqués. Nous voyons déjà les compagnies d'assurance refuser d'assurer, nous voyons déjà les transporteurs refuser d'expédier, nous voyons déjà les prix du pétrole commencer à grimper. Nous voyons déjà la possibilité qu'ils augmentent à un rythme inquiétant, dépassant même celui qu'ils avaient atteint auparavant lorsque nous nous étions retrouvés dans une situation vraiment critique. Et c'est à ce moment-là que nous avons coulé des navires iraniens et lancé l'opération Earnest Will, en replaçant sous pavillon américain les pétroliers koweïtiens. Nous avons mené l'opération Praying Mantis et coulé un navire de guerre iranien, et nous allions couler le second jusqu'à ce que Ronald Reagan nous ordonne d'arrêter. L'Iran d'aujourd'hui est différent, et s'ils veulent fermer le détroit, ils peuvent le fermer. Et s'ils veulent que les Houthis ferment la mer Rouge, ils peuvent fermer la mer Rouge.
Nous avons déjà dépensé des milliards de dollars pour tenter d'inverser cela lors d'une opération précédente. Merci beaucoup, Pete Hegseth. Et nous avons échoué. Nous avons échoué lamentablement. Nous parlons donc d'un impact réel, concret, solide, incroyable sur l'économie mondiale que l'Iran, à lui seul, mais avec l'aide de la Russie et de la Chine, peut provoquer. Et je vous garantis que la Chine, qui obtient un pourcentage du pétrole transitant par le détroit, et ce n'est pas le pourcentage que quelqu'un mentionnait hier à la télévision, elle est loin d'en recevoir 40%. Mais elle en obtient, d'après les experts du pétrole à qui j'en ai parlé hier soir, environ 20% provenant d'Irak. La Chine est probablement le principal acheteur de l'Irak. Ils ne vont pas laisser cela être interrompu. L'Inde en reçoit également une quantité importante. Alors voulez-vous voir l'Inde soudainement basculer de l'autre côté, pour ainsi dire? C'est tragique, ce que nous faisons. C'est vraiment tragique. Les conséquences risquent d'être bien plus vastes, tout comme la guerre, et nous en portons la responsabilité. Nous en portons la responsabilité. Donald Trump en est responsable. Donald Trump is responsible. Oui, et Patrick, le colonel Wilkerson, a mentionné l'Arabie saoudite tout à l'heure. Et je me suis dit que l'Iran frappait déjà. Ils frappent légèrement. Ils n'ont pas encore détruit les installations pétrolières saoudiennes, mais ils les ont touchées, et cela provoque déjà une flambée des prix du pétrole. Oui, et je vais afficher quelques images de ce que l'Iran fait à Israël pendant que tu parles, parce qu'Israël encaisse déjà de plein fouet. Et comme tu l'as dit plus tôt, les Iraniens n'ont pas encore dévoilé ce qu'ils appellent leurs capacités les plus avancées. Oui, je ne suis pas sûr de ces rapports. Il faudrait que je vérifie si l'Iran a frappé des installations de production de pétrole en Arabie saoudite. Je ne sais pas, je ne peux pas le confirmer. Je sais que le ministère iranien des Affaires étrangères a publié une déclaration affirmant qu'il ne visait pas les installations pétrolières, mais peut-être que je consultais une ancienne déclaration. Les choses évoluent très vite, donc je suis peut-être déjà dépassé sur ce point. Mais évidemment, les États-Unis ont utilisé leur base en Arabie saoudite pour positionner des moyens en vue d'un déploiement, des moyens aériens, beaucoup de moyens aériens. Et un satellite commercial chinois a déjà révélé certaines de ces images, ce qui est incroyable. Le monde a désormais un accès en temps réel aux positions de déploiement américaines. C'est déjà impressionnant en soi. Mais en ce qui concerne le détroit d'Ormuz, si l'on regarde la fin des échanges de février, c'est à la fin de la semaine dernière que le Brent a clôturé autour de $64. Il dépassait donc déjà les $70. Il sera très intéressant de voir comment les marchés réagiront à la clôture d'aujourd'hui et de demain. Je suis sûr que cela va bondir à $80, voire plus. Et si cette dynamique se poursuit au-delà de $80 après aujourd'hui, alors d'ici le milieu de la semaine, on pourrait commencer à voir les contrats à terme viser les $100 le baril. Combien de temps ça durera? Personne ne peut le dire. Mais je dirais à titre de mise en garde que je n'en serais pas surpris. En réalité, si j'étais un enquêteur au sein du gouvernement des États-Unis, quelqu'un réellement objectif, un enquêteur anticorruption, quel que soit l'organisme qui s'en charge encore, je chercherais à savoir si tout le cercle rapproché de Trump avait parié sur une flambée des prix du pétrole. Cela inclut Howard Lutnick et tout le premier cercle. Ils auraient essentiellement misé sur des contrats à terme. Ce qu'ils ont fait sur Polymarket est répugnant. Ces derniers jours, les sommes d'argent que certaines personnes ont gagnées en empochant des profits en pariant sur l'attaque iranienne quelques heures avant qu'elle ne soit lancée, sont scandaleuses. Il devrait y avoir une enquête pour fraude ou pour délit boursier sur cette organisation. Je crois, sauf erreur de ma part, que Donald Trump Jr. siège à son conseil consultatif. Je peux me tromper, mais je ne le pense pas.
Mais les gens peuvent me corriger si je me trompe à ce sujet. La somme d'argent que le cercle rapproché de Trump aurait pu gagner grâce à cette guerre, réfléchissez-y. Si le détroit d'Ormuz se ferme, cela concerne aussi le GNL qatari qui approvisionne le sud de l'Europe. Qui est le premier fournisseur de GNL de l'Europe? Les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que cela va faire au prix du GNL américain? Des bénéfices records pour les producteurs américains. Donc, si le détroit d'Ormuz se ferme, il y a même une incitation à court terme. Non pas pour le peuple américain, qui subira le choc de l'inflation que nous ressentirons tous, mais pour le cercle rapproché de Trump, qui pourrait empocher une somme colossale en pariant sur un résultat qu'ils ont eux-mêmes provoqué, et ce, en toute connaissance de cause. C'est un niveau de corruption et de criminalité. Et je vous le dis, je serais choqué s'ils ne gagnaient pas tous de l'argent grâce à cela. Ce serait très facile à retracer et très facile pour les gens d'enquêter si c'est bien le cas. Parce que je pense que Wall Street et le cercle rapproché de Trump parient de manière institutionnelle et que les personnes qui étaient au courant à l'avance ont placé leur argent en conséquence pour tirer profit de cette crise. Et ce n'est qu'un aspect de la question. Je ne parle même pas de toutes les autres opportunités financières potentielles. C'est mauvais pour le peuple, mauvais pour nous en général, en termes d'inflation, mais bon pour le cercle rapproché de Trump. C'est un point que je voulais soulever. S'il y a des économistes spécialisés en criminalistique financière, ils pourraient très facilement commencer à recouper ces informations à travers un certain nombre de commentateurs et de sites web que nous consultons probablement tous les jours. Maintenant, une autre personne, Danny Aifong, qui va en bénéficier, ou plutôt un autre pays, c'est la Russie. On se demande quel type d'accords ont pu être conclus en coulisses avec Poutine. Oui. Eh bien, Patrick, je sais qu'il te reste environ 60 secondes avant de devoir partir. Une dernière pensée avant de t'en aller. Non. La dernière chose que je dirais, c'est que l'autre élément de désinformation et de propagande qu'ils diffusent en Occident, et parmi nos responsables politiques, consiste à prétendre que la mort de Khomeini aurait provoqué l'effondrement du système politique iranien. Je peux vous assurer que c'est tout le contraire. C'est ce que j'ai constaté il y a 3 semaines. La solidarité, la cohésion se sont renforcées. Cela va, d'une certaine manière, rassembler les modérés, voire les réformistes, avec les soi-disant durs. Cela rationalise le soutien au pays. Et quand je parle du pays, je parle de la nation iranienne. C'est une autre erreur que commettent les Américains. Ils écartent simplement l'Iran, pensant qu'il n'a ni identité nationale, ni forme républicaine de gouvernement. Absolument. L'islam en est au centre. Et c'est un système extrêmement conservateur. Socialement conservateur aussi. Donc, ils obtiennent le résultat inverse. Si le résultat escompté était que cela allait, d'une manière ou d'une autre, provoquer un effet en cascade, et que le château de cartes des mollahs allait s'effondrer, permettant à Pahlavi d'arriver triomphalement sur un lion ou quelque chose du genre, c'est au-delà du ridicule. Si je me présentais à la présidence en Iran, j'obtiendrais plus de voix que Pahlavi. Et je ne plaisante pas. Je le ferais probablement, ou toi, Danny, et certainement le colonel Wilkerson aussi. Formons un ticket, ce qui se passe. Il n'a absolument aucune base de soutien. Il ne connaît même personne vivant en Iran. C'est simplement un niveau de projection et de fantasme du côté américain. J'ai bien peur qu'une grande partie de cela influence la stratégie, ce degré d'illusion. Et vous savez, c'est assez stupéfiant à ce stade d'imaginer que ce soit le cas. Mais il semble que ce soit ce qui se passe. Patrick, je devrais te réinviter bientôt. Merci beaucoup, je te recontacterai. Avant que Patrick ne parte, laissez-moi confirmer quelque chose pour lui.
J'ai beaucoup contribué au renforcement du consulat américain à Karachi. Nous avons installé, par exemple, des fenêtres qui étaient impénétrables juste après le 11 septembre. J'ai regardé hier les Pakistanais essayer de briser ces fenêtres. Je veux dire, ils les frappaient avec tout ce qu'ils avaient, des haches, des pioches, des pelles. C'est ce à quoi nous faisons face. Et tout cela, c'est parce que, vous savez, on dit que l'islam sunnite et l'islam chiite sont aux antipodes. Mais ils ne sont pas si éloignés quand il s'agit d'assassiner l'un des dirigeants de telle ou telle secte ou clan. C'est ce qui se passe. Et le Pakistan et l'Iran entretiennent également un lien très fraternel, ces deux pays, comme tu le sais. Et enfin, Larry, à propos de cette histoire d'ambassade, j'ai eu le privilège d'entrer dans l'ambassade des États-Unis à Téhéran, qui a été conservée comme musée, et j'ai pu pénétrer dans la salle SIF. En tant que contribuable américain, je n'aurais jamais eu accès à l'endroit où tout cet argent est dépensé. La salle de chiffrement, la salle de déchiffrement, la salle SIF, et j'ai pu voir tous les documents déchiquetés qu'ils n'avaient pas fini de détruire dans leur précipitation en 1969. Ils l'ont rebaptisé la tanière de l'espionnage. Ils ont une pancarte à l'extérieur. Oui, en tant qu'Américain, pour moi, c'était un grand privilège, car très peu d'Américains ont la chance de voir cela. Ils le peuvent s'ils vont à Téhéran, ils peuvent réellement y aller et le voir. Mais pour moi, c'était incroyable. J'ai grandi en suivant cette crise quand Jimmy Carter était président. Chaque soir, le compte à rebours, combien de jours les otages étaient détenus. C'était Ted Koppel, Dan Rather et tous ces journalistes. Donc pour moi, c'était une expérience formidable. Peut-être pas pour les néoconservateurs. Ce que je viens de dire est sans doute une hérésie, mais bon. Patrick, ravi d'être avec vous. Nous allons conclure ici. Votre Substack est dans la description de la vidéo, donc après l'émission, les gens pourront s'y rendre et vous retrouver. Colonel Wilkerson, terminons avec ceci. Il y a tant de crises qui ont éclaté à partir d'ici. Nous avons l'ensemble du monde chiite et une grande partie du monde musulman de la région en révolte. Nous voyons des manifestations à Bahreïn, au Pakistan. Vous venez de mentionner ce qui se passe à l'ambassade. Des gens meurent et nous ne savons pas combien de membres du personnel américain sont également pris dans cette situation. Des Iraniens sont dans les rues. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Alors que les défenses aériennes iraniennes sont actives, des gens manifestent, acclament et se rassemblent dans les rues après la mort de l'ayatollah Ali Khamenei. Israël est bombardé. Nous ne savons pas où se trouve Netanyahou. L'Iran affirme l'avoir pris pour cible. Ils ont envoyé le président israélien Herzog à Beit Shemesh, où de grandes attaques iraniennes ont eu lieu, et nous n'avons pas encore pu confirmer où il se trouve. L'Iran dit l'avoir visé et qu'il attend des signes de vie. Alors, Colonel Wilkerson, éclairez-nous. Que sommes-nous en train de voir et à quoi devons-nous nous attendre dans les jours et les semaines à venir? L'administration Trump dit que cela pourrait durer des semaines, mais il y a beaucoup d'inquiétudes à ce sujet. Il devrait y avoir une véritable inquiétude, une inquiétude profonde, une inquiétude grave. Cela ne peut pas durer des semaines. C'est tout simplement impossible. Pas avec la quantité de munitions larguées actuellement et peut-être encore pendant 4 ou 5 jours. Cela peut continuer de manière décousue, mais cette manière décousue sera confrontée à une intensification croissante, à une augmentation des munitions, à un accroissement du poids de ces munitions en termes de puissance explosive de l'autre côté, car les Iraniens sont bien approvisionnés et leurs alliés le sont encore mieux, et ils ne s'arrêteront pas. Je pense que des décisions ont été prises à la fois à Moscou et à Pékin, estimant qu'il s'agit d'une menace sérieuse, d'abord pour l'initiative La Ceinture et la Route de la Chine et tout ce qu'elle implique, ce qui signifie une menace grave pour l'économie chinoise, sans parler du pétrole.
not to mention the oil. And Russia has determined that even though it's Et la Russie a conclu que même si elle est embourbée en Ukraine, nous sommes absolument indignes de confiance et ne sommes plus un partenaire de poids, donc c'est à elle d'en finir. Mais cela relève d'une opération terrestre. Elle dispose encore, par exemple, d'une quantité impressionnante de sous-marins, des sous-marins capables d'opérer dans la mer d'Arabie du Nord, qui est, soit dit en passant, l'un des plans d'eau les plus favorables au monde pour les opérations sous-marines. Les zones de convergence et la salinité y sont telles qu'on peut y dissimuler un sous-marin à côté d'un autre, et quelles que soient les capacités de sonar actifs ou passifs, ils ignorent même la présence l'un de l'autre. C'est vraiment intéressant. Une eau parfaite pour les sous-marins. La Chine et la Russie disposent d'une grande capacité, avec plus d'une centaine de sous-marins, dont beaucoup peuvent appareiller et se trouver sur place en très peu de temps. Certains sous-marins diesel électriques très performants de la Chine opèrent exclusivement et remarquablement bien dans ce type d'eau. Il existe donc ici un potentiel pour abattre une grande partie de ce que l'Empire américain, représente dans le monde aujourd'hui. Il y a là le potentiel de commencer le démantèlement de l'Empire américain. La question de savoir si ces autres puissances profiteront de cette situation et agiront de manière décisive et fondamentale pour y parvenir reste une immense interrogation. Mais cela devrait être une question qui préoccupe le président des chefs d'état-major interarmés, le général Kane, ainsi que tous les dirigeants des forces armées. Je ne sais pas si Pete Hegseth a un esprit, mais cela devrait occuper ceux de l'administration, comme J.D. Vance, qui semblent au moins avoir un cerveau partiellement fonctionnel. Ils devraient réfléchir sérieusement aux perspectives de voir cette situation se dénouer d'une manière très défavorable pour le pays qu'ils dirigent actuellement, car c'est une situation périlleuse. Et je pense que le plus grand problème en ce moment, c'est qu'aucun d'entre eux ne s'en rend compte. Oui, non. C'est-à-dire, ils ne s'en rendent pas compte. Nous avons même Donald Trump qui dit, pendant que nous parlons, colonel Wilkerson, qu'il se vante de ne pas encore avoir frappé l'Iran durement. Eh bien, qu'il ne fasse aucun doute que l'Iran est déjà, Dmitri Medvedev l'a dit un peu plus tôt, il a déclaré que l'Iran allait payer un lourd tribut, surtout en termes de pertes humaines, mais que les États-Unis avaient assuré la consolidation de l'Iran. Et je veux simplement vous faire écouter, colonel Wilkerson, quelques extraits de Donald Trump et ce qu'il montre ici, en accord avec ce que vous dites. Il parle d'une garantie de nouvelles pertes humaines. Et puis, lorsqu'on l'interroge à ce sujet, il n'a rien à répondre. Voici Trump dans ces situations. Notre immense amour et notre gratitude éternelle aux familles des disparus. Et malheureusement, il y en aura probablement d'autres avant que cela ne prenne fin. C'est ainsi, il y en aura probablement d'autres. C'est comme ça, colonel Wilkerson. Et ensuite, il est interrogé par les médias. Vous ne pourrez peut-être pas l'entendre. Que dites-vous aux familles des disparus? C'est ce que le journaliste essaie de demander. Vous l'entendez, et il s'en va simplement. Aucun message, colonel Wilkerson, pour les familles. Il n'aurait pas de message. Il s'en moque. Il s'en moque tout simplement. Je repense à ses remarques à l'égard du général Kelly, qui était son chef de cabinet. Des remarques scandaleuses. Ses propos envers Jim Mattis, qui était secrétaire à la Défense, et envers d'autres qui avaient consacré leur vie au service de la nation en uniforme. Il est clair qu'il n'a absolument aucun respect pour aucun d'entre eux, qu'il soit du plus haut ou du plus bas rang. Il les utilise comme des instruments pour son profit politique. Il les utilise tout comme il utilise les chrétiens, tels que Franklin Graham et d'autres chrétiens absurdes, amoureux du sionisme en Amérique,
les soi-disant nationalistes chrétiens. Ils les utilisent tous. Et juste pour en donner une indication, mineure, certes, mais néanmoins révélatrice. Il lisait sur un téléprompteur lorsqu'il a prononcé ces remarques. Regardez ses yeux. Il lit sur un téléprompteur, peu importe comment ils l'ont installé. Il n'y a aucun sentiment sincère dans le cœur ou l'esprit de cet homme, si tant est que cela existe chez les humains. Tout son instinct est tourné vers l'argent, que sa famille immédiate en gagne, la corruption, éviter le scandale Epstein et faire tout ce qu'il faut pour apaiser sa base MAGA, qui s'éloigne de lui à toute vitesse. J'ai vu quelques sondages ce matin, ils m'ont stupéfié, et cela tient en partie à l'assassinat de Charlie Kirk, bien sûr, et à la réévaluation de TEPUSA, de ses membres et des différentes choses qui s'y passent. Une grande partie de cela maintenant, ce qui ronge la base MAGA, c'est le fait que, comme l'a écrit un journal ce matin, il commence à remettre en question les promesses de Trump. Plus de guerres stupides au Moyen-Orient et ce genre de choses. Et ça ne colle tout simplement pas. Le mouvement MAGA est au moins assez intelligent pour s'en rendre compte. Cela va lui coûter les élections de mi-mandat. Cela va lui faire perdre le soutien qui est le plus puissant pour lui. Et Dieu seul sait ce que cela va provoquer chez nous, sur le plan intérieur, car il ne veut absolument pas perdre cela. Oui, oui. Et puis enfin, je vais afficher l'un de ces sondages publiés au cours des dernières 24 heures. Seul un quart des Américains soutient les frappes en Iran. C'est selon un sondage Reuters Ipsos. Un nouveau sondage qui a révélé que 27% des personnes interrogées approuvent l'opération Epic Fury, 43% désapprouvent et 29% ne se prononcent pas. Mais ça continue encore et encore. Bien sûr, c'est divisé selon les lignes partisanes. Mais, malgré tout, des gens meurent dans cette guerre. Des Américains meurent. C'est probablement une sous-estimation. Si l'on en croit ce que dit l'Iran, ils affirment que le nombre est bien plus élevé. Peu importe qui a raison, nous savons qu'il y a très probablement 4 personnes qui ont été tuées dans cette affaire. Mais colonel Wilkerson, c'est un moment assez historique, à mon avis. Il semble que l'Iran ait vraiment surpris les États-Unis et Israël par ce qu'il a réussi à faire. Prévoyez-vous, puisque les États-Unis disent, Trump dit, qu'ils vont frapper l'Iran plus durement. Mais étant donné l'orientation générale de la population, étant donné les capacités qui ne semblent pas diminuer de manière significative, malgré les attaques américaines, quel résultat voyez-vous si cela se poursuit pendant 3 ou 4 semaines? Je veux dire, c'est une période assez longue. Beaucoup de choses pourraient se produire d'ici là. Alors, concluons là-dessus. Je pense que ça va durer bien plus longtemps que ça, Danny. Je réfléchissais justement à quel point le titre que nous avons choisi, Fureur épique, est approprié pour cette conflagration, mais pas dans le sens où nous l'imaginons. La fureur et son caractère épique se trouvent de l'autre côté, et nous allons le payer très cher. Et voici une question pour vous, colonel Wilkerson, alors que nous concluons. Que se passerait-il si Israël utilisait son arsenal nucléaire contre l'Iran? Je me posais la question plus tôt, et je me demandais, Israël serait-il capable de lancer ses armes avant que l'Iran ne les détecte et ne réponde avec un missile hypersonique très rapide pour détruire leurs installations et lanceurs nucléaires? Qu'en pensez-vous? C'est une excellente question, et je le formulerai ainsi, en sachant bien que je parle un peu à l'aveugle. Mais je parle aussi d'après une certaine expérience. Par exemple, pendant la guerre de 1973, je pense que cela s'est réellement produit. Ils se préparaient à charger, et nous l'avons interdit avec les Soviétiques.
Je pense que l'Iran dispose d'un très bon renseignement sur ce qui se passe à l'intérieur d'Israël. Mais, comme dans tout conflit, ce renseignement se dégrade dans une certaine mesure dès que les bombes commencent à tomber. Parfois, il s'améliore dans des domaines précis où les bombardements le permettent, et ailleurs, la situation devient très confuse, ce dernier cas étant le plus fréquent. Cela dit, je pense qu'ils auraient tout de même des informations si des bombes étaient en cours de chargement. Et oui, vous avez raison. Ils les frapperaient probablement. Voici la préoccupation. Les Israéliens le savent. Et si Netanyahou dispose d'assez de complicité au sein du groupe qui fait cela pour lui, et c'est aussi une question, irait-il de l'avant? Parce que j'ai vu en 1973 de fortes objections au sein de Tsahal concernant le déploiement d'armes nucléaires. Ils allaient en larguer une sur la 3e armée égyptienne, par exemple, parce qu'à ce moment-là, ils étaient vraiment sous forte pression en Israël. Donc la question devient, combien de troubles y aura-t-il au sein du haut commandement impliqué dans cette affaire, et ces troubles pourraient-ils l'arrêter? Et ensuite, pendant que cela se déroule, l'Iran va-t-il le détecter assez tôt pour l'intercepter, et pour l'intercepter avec succès? Mais pour répondre à ta question ultime, regarde la taille de l'Iran. Vous pourriez larguer plusieurs armes nucléaires sur l'Iran, tuer des gens et détruire une partie des infrastructures. Mais ce qui se trouve sous terre, vous ne le détruiriez pas. Nous l'avons appris de manière très claire avec les silos soviétiques, où nous mettions jusqu'à 10 ogives sur chacun, simplement pour détruire ce petit missile au fond du silo. C'est dire à quel point il est difficile de détruire des cibles souterraines, même avec une arme nucléaire. Tout cela pour dire que les dégâts physiques infligés à l'Iran ne seraient pas si importants. Maintenant, si vous en lanciez un grand nombre, je reverrai mon jugement. Si vous en lanciez une centaine, je crois qu'ils en ont environ 202 ou 203, ce serait un peu différent. Mais cela serait détecté, comme vous l'avez dit. Vous pourriez avoir une explosion en retour en Israël. Ce n'est tout simplement pas une voie à emprunter. Et je pense que Benjamin Netanyahou est tout à fait prêt à le faire. Et c'est très, très préoccupant. Oui, et ensuite, en 60 secondes ou moins pour vous, colonel Wilkerson, est-ce qu'il réserve le bon matériel pour la flotte américaine, l'Iran? Probablement. Particulièrement parce que ces navires sont stupidement, complètement stupidement, placés dans le golfe Persique, qui est si étroit et si peu profond qu'on pourrait y nager avec une mine et en couler un. C'est un moment historique qui est en train de se dérouler. Cette guerre sera couverte ici chaque jour, tout le monde. Colonel Wilkerson, merci beaucoup d'être avec moi. Nous allons partir ensemble. Merci infiniment à tous ceux qui ont envoyé un super chat ou qui sont devenus membres. C'est vraiment très apprécié. Merci beaucoup d'être venus aujourd'hui. Nous avons eu de très larges audiences pour nos invités. Alors que nous continuons à couvrir tout cela, je serai de retour demain à midi, heure de la côte Est, avec Greg Stoker, puis Loki me rejoindra ensuite. Nous aurons donc une longue émission de 2 heures demain, au cours de laquelle nous passerons en revue tout ce qui se sera passé dans les 24 prochaines heures. Colonel Wilkerson, merci beaucoup. Nous allons partir d'ici ensemble. Avant de partir, cliquez sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de consulter tous les moyens de soutenir cette chaîne. Patreon, Substack et bien plus encore. Prends soin de toi et au revoir. Merci, Danny.